magazine Pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les échanges du Togo gagneront encore plus de 2 milliards d'individus dans le monde. Ce sera au terme du processus de son adhésion au Commonwealth. Le gouvernement a obtenu hier le feu vert du Parlement. Revisitons l'histoire du Togo à l'occasion du 70e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. L'économie agricole qui a caractérisé les premières années d'indépendance de notre pays sera rappelée dans ce journal. La journée mondiale du paludisme sera observée la semaine prochaine. Radio Lomé en parle déjà. Focus sur l'utilisation des moustiquaires au Togo. Invité du journal Samedi Pluriel, Djiwa Oyetunde, adjoint aux représentants des programmes de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Le Togo est-il concerné par la famine qui profile à l'horizon en Afrique? C'est la question qui lui a été posée. Le Niger dit oui à la présence sur son territoire des forces étrangères. Le Parlement a adopté hier le projet de loi déjà approuvé en début mars en Conseil des ministres. La revue de presse hebdomadaire de Léontine Atogima va boucler ce journal. Le Togo souhaite son adhésion au Commonwealth. Pour cela, le gouvernement était face à l'Assemblée nationale hier où il a demandé le feu vert de cette institution et l'Assemblée en a répondu oui. Djigbori Yawachigan, présidente de l'Assemblée nationale. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, la gratitude de la représentation nationale pour la démarche, pour sa vision ayant pour objectif de diversifier les partenaires stratégiques de notre pays, avec pour seul objectif le bien-être de nos populations. Et nous continuerons d'être à côté du gouvernement pour que ce processus puisse aller à son aboutissement dans les meilleurs délais. Le Togo a donc manifesté sa volonté d'adhérer au Commonwealth, une organisation internationale constituée en majorité d'anciens territoires britanniques. Depuis 2014, le processus a été lancé. Hier vendredi, le gouvernement était donc devant les députés pour faire le point sur l'état d'avancement de ce processus. La représentation nationale a approuvé la démarche de cette adhésion et a donné son feu vert pour la suite du processus. Maintenant, quels sont les avantages que tire le Togo en adhérant au Commonwealth? Christian Trimois, ministre en charge des droits de l'homme, émissaire du gouvernement. Sur le plan diplomatique, l'adhésion du Togo au Commonwealth lui permettra d'intégrer une grande famille de 54 États amis et alliés. Le Togo aura la possibilité de diversifier davantage ses relations d'amitié et de coopération en se faisant de nouveaux partenaires et en se rapprochant un peu plus de ses anciens amis tels que la Grande-Bretagne, avec laquelle nous avons historiquement un lien, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Ce sera également l'occasion pour le Togo de côtoyer la vision et la perception britannique de la politique internationale, une autre culture forcément enrichissante dans les enjeux internationaux du moment. Sur le plan stratégique, il est indispensable pour le Togo, notre pays, dans le contexte post-Brexit, de reconfigurer ses relations avec la couronne britannique en dehors de l'Union européenne et entrer dans sa sphère de relations et de coopération. Aussi, y a-t-il des enjeux économiques dans cette démarche? En effet, le Commonwealth, à travers le Fonds pour la coopération technique et l'Association des pays du Commonwealth, joue un rôle important dans le progrès économique et social de ses membres en agissant sur leur rythme de croissance économique. En matière de commerce, le Commonwealth constitue un vaste marché extérieur de plus de 2 milliards de consommateurs pour les exportations des produits nationaux togolais. Sur le plan socio-culturel, l'adhésion à cette organisation est pour notre pays l'occasion d'un brassage culturel nouveau ainsi que pour l'ensemble de nos compatriotes. Un éventail de possibilités nouvelles s'offre ainsi aux Togolais en termes de voyage, de mobilité, d'études, de travail, de partenariat d'entreprise, etc. En outre,
Aujourd'hui, l'anglais est l'une des premières langues parlées au monde. Le Commonwealth serait donc pour notre pays une aubaine de tirer un réel profit à travers ces nouveaux canaux d'échange linguistique et faciliter ce contact mondial. Une adhésion de notre pays à cette organisation est ainsi pour nous l'occasion d'un renouveau sociopolitique togolais induit par des réformes multidimensionnelles de fond. Ces réformes ont été portées par notre Assemblée nationale avec l'accompagnement de nos concitoyens. Je voudrais vous en remercier au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La prochaine réunion du Commonwealth est prévue pour le 20 juin prochain. Rendez-vous donc au cours duquel les 54 pays donneront leur avis sur la candidature du Togo. Une candidature actée, donc une première pour le Togo depuis 1960, date de son accession à la souveraineté internationale. Et l'économie togolaise qui a connu donc des étapes dans son évolution depuis 1960 à nos jours. Pays agricole, boom des phosphates, programme d'ajustement structurel passe, la grève générale illimitée, la reprise de la coopération internationale, le programme PPTE et aujourd'hui priorité aux produits locaux. Avec Léontina Togima, nous aurons une série de dossiers sur ces étapes successives. Elle a tendu son micro aux spécialistes des programmes agricoles, l'historien et enseignant-chercheur Maman Halourou. Le secteur agricole convenait mieux aux jeunes Togo fraîchement indépendants en 1960. Pendant longtemps, l'agriculture a été la clé de voûte de l'économie togolaise avant que le secteur minier, avec la production des phosphates, ne vient à partir des années 70 essayer de prendre plus d'importance qu'avant. Et donc, depuis l'indépendance, le Togo a connu plusieurs réformes dans les politiques agricoles. La première réforme dans les politiques agricoles date de la période de Sylvanus Olympio. À cette époque, on a mis sur pied ce qu'on appelle les jeunesses pionnières agricoles, la JPA. La jeunesse pionnière agricole, c'était une politique mise sur pied par Sylvanus Olympio et ça consistait à galvaniser les jeunes Togolais à partir des années 1960, après l'indépendance, à ne pas délaisser le travail de l'agriculture et à canaliser leur énergie vers le secteur qui emploie le plus de population au sein de la société togolaise. Donc, du coup, ça a été une promotion de l'agriculture. Et après, on va plutôt parler de la politique de la révolution verte. Elle a été lancée sous Eyadéman, qui consistait à moderniser l'agriculture, à faire passer l'agriculture de l'utilisation de l'énergie des bras, donc l'énergie humaine, vers une agriculture qui utilise l'énergie de la machine ou, au cas contraire, l'énergie des animaux, c'est-à-dire que la traction animale. Donc, l'objectif également était d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et le délai était fixé sur 5 ans. C'est-à-dire que l'ancien 77, l'agriculture devait permettre aux Togolais d'être autosuffisants en 1982. Être autosuffisant signifie que le Togo ne doit plus acheter ce dont la population a besoin. Le Togo doit être capable de produire tous les produits agricoles dont la population togolaise a besoin pour se nourrir. Ce sont donc des séries de dossiers que Radio Lomé produit dans le cadre du 72e anniversaire de l'indépendance du Togo et la célébration du 27 avril aura lieu donc mercredi prochain. Le programme s'exécute depuis hier avec la prière musulmane qui a eu lieu à la grande mosquée centrale de Lomé et dans les préfectures des chefs-lieux et dans les mosquées des chefs-lieux de préfecture. La suite de ce programme de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance du Togo avec Nathalie Kwanege. Dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de notre indépendance et pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire encore en vigueur relativement à la lutte contre la propagation de la pandémie à la COVID-19, les différentes manifestations y relatives se feront comme suit. Dimanche 24 avril 2022, 7h30, messe en l'église catholique de Bek-Likame. 9h, culte protestant en l'église évangélique presbytérienne de Lomé à Pégame. Dans les chefs-lieux de préfecture, les mêmes offices se dérouleront dans les paroisses catholiques et églises protestantes. Mardi 26 avril 2022, 18h, ranimation de la flamme de l'indépendance par son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, président de la République. Seules les personnes suivantes y prendront part. Il s'agit des présidents des institutions de la République,
des membres du gouvernement désignés, des membres du bureau de l'Assemblée nationale, des personnalités civiles invitées, du général, chef d'état-major général des FAT, des chefs d'état-major des armées. Mercredi 27 avril 2022, à Lomé, 8h30, défilé militaire présidé par son Excellence M. Forgues Sozimna Singbe, président de la République, à la place des fêtes. Seules les personnes suivantes détentrices de cartes d'invitation y prendront part. Il s'agit des présidents des institutions de la République, du général chef d'état-major général des FAT, des membres du gouvernement, des personnalités civiles distinguées, des membres du corps diplomatique, consulaire et des représentants d'organisations internationales, des députés à l'Assemblée nationale, des chefs d'état-major des armées et des officiers généraux, des officiers supérieurs des FAT, des directeurs généraux d'institutions et de sociétés, des directeurs de cabinet et secrétaires généraux, des membres d'institutions de la République, des préfets et des maires, des représentants des partis politiques, des autorités religieuses et traditionnelles. La mise en place doit être terminée à 7h30 dans les chefs-lieux de région. 7h, défilé militaire par les éléments des forces de défense et de sécurité présents. Seules les personnes suivantes y prendront part. Il s'agit des préfets, des députés à l'Assemblée nationale présents, des maires, des conseillers municipaux, des responsables administratifs, des responsables des partis politiques, des chefs de canton, des responsables religieux. Signé le ministre d'État Payadoua Boukwesi. La souveraineté, c'est également le sujet hier au Niger et ce pays a dit oui à la présence des forces, notamment européennes, sur son sol. Le Parlement a en effet adopté hier le projet de loi déjà approuvé le 4 mars dernier en Conseil des ministres. Le but, selon le gouvernement, est de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes dans ce pays et dans la région du Sahel. Les forces spéciales européennes, jusqu'alors basées au Mali, vont être redéployées sur le sol nigérien. Léontine Atogima. C'est officiel, une partie de quelques 2400 soldats français de l'opération Barkhane et les 900 forces spéciales européennes Takuba qui doivent quitter le Mali vont être redéployés au Niger dans les prochains mois. En février dernier, le président Mohamed Bazoum avait déjà donné son accord de principe pour ce redéploiement, mais il fallait obtenir l'accord du Parlement nigérien. C'est désormais chose faite. Les députés ont pu en débattre toute la journée en présence du Premier ministre. Cette initiative n'était pas du goût de tous les élus. Ils sont nombreux à avoir pointé des zones d'ombre dans le texte proposé, demandant davantage d'informations concernant cet accord de coopération militaire passé entre le Niger et les forces étrangères. La Constitution est mise de côté pour permettre au pouvoir de faire un passage en force selon l'opposition. D'autres ont exprimé leur peur de voir leur pays perdre sa souveraineté et son intégrité. Le résultat du vote qui donne 131 voix pour et 31 contre a laissé peu de place au doute puisque le parti au pouvoir du président Bazoum dispose d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Mais le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a pris la parole devant le Parlement pour rassurer l'opposition. Il s'agit bien d'une étroite collaboration entre les militaires nigériens et les forces étrangères. À côté du Niger, le Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga du Mali donc a répondu aux membres du Conseil national de transition jeudi. Il a défendu le bilan de ces 10 mois à la primature et a procédé à quelques annonces, notamment sur la durée de la transition. Choguel Maïga s'est une fois de plus félicité de la montée en puissance de l'armée. Il a surtout assuré que le processus devant mener à des élections allait être mis en œuvre et qu'il se donnait pour cela 24 mois, 2 ans de transition de plus donc, durée sur laquelle le chef du gouvernement s'est montré ferme, tout en assurant que les discussions avec la CEDEAO, qui exigent 16 mois maximum, se poursuivaient. Il tue plus que toute autre maladie. Le paludisme sera la préoccupation mondiale la semaine prochaine. C'est une maladie endémique dans les pays africains. Dans le dossier qui suit, suivant les comportements de prévention à adopter pour éviter le palu. Alice Berthe Barandao.
Tout le monde est exposé face au danger du paludisme, surtout les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. En moyenne, un enfant meurt toutes les 3 secondes dans le monde dû au paludisme et les enquêtes de 2004 sur la morbidité au Togo révèlent 84,4% des enfants présentant une anémie. Dr Tosa Koko, coordonnateur national de lutte contre le paludisme. Comment se manifeste le paludisme chez une personne? Le paludisme, c'est cette affection fébrile qui est très répandue dans nos milieux et qui est transmise à l'homme par la piqûre du moustique femelle qui transmet donc le parasite qui est le plasmodium, et le plasmodium falciparum est le plus répandu dans nos milieux. Donc cette maladie qui cause par sa forme compliquée des méfaits plus graves encore qui sont l'anémie, le coma, l'insuffisance rénale, les hémorragies, entre autres. Quand on a de ces signes cliniques, il faut avoir recours à la personne compétente. Il faut avoir recours à l'infirmier ou bien au médecin ou bien au niveau communautaire où il n'y a pas de formation sanitaire. Il faut avoir recours à l'agent de santé communautaire qui est formé. Le paludisme représente 38,9% des consultations dans les formations sanitaires et 21,9% des hospitalisations, causant ainsi d'énormes dépenses économiques aux ménages. Y a-t-il des moyens d'éviter d'être infecté par le paludisme, Dr Tosa? Il y a un moyen très simple qui coûte moins cher et donc c'est la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Et donc il faut dormir toutes les nuits et tous les jours, toutes les saisons sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides de longue durée d'action. Tous les ustensiles qu'on laisse traîner, les végétaux, les fleurs, les herbes qu'on laisse autour des maisons, les saletés qui retiennent l'eau de pluie constituent alors des gîtes lavaires où la moustique peut venir pondre. Donc il faut éliminer, il faut désherber, il faut nettoyer les saletés là qui retiennent l'eau. Et donc il faut dormir toutes les nuits et tous les jours sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides de longue durée d'action. Le paludisme est une maladie caractérisée par des épisodes fébriles aigus évolutifs. Le traitement d'une telle affection coûte plus ou moins cher, ce qui a une incidence économique sur les ménages et sur le produit intérieur brut. Docteur Tosa. Nous enregistrons par an autour de 1500 cas de décès dus au paludisme sur le million de cas qui est enregistré chaque année dans nos formations sanitaires. Les dépenses de santé, c'est-à-dire les frais de soins, décuplent le paludisme simple qui peut coûter 1000 francs, 1500 francs. Pour la prise en charge, vous irez à dépenser jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 pour la forme compliquée. Et puis la personne peut décéder. Une femme enceinte peut faire une fausse couche, un enfant de faible poids, un avortement, et la femme peut saigner et mourir d'anémie. Le paludisme est une maladie tropicale en général qui tue environ 1 à 3 millions de personnes, en majorité des Africains. Le traitement du paludisme est plus ou moins curatif. C'est vrai, le paludisme fait des ravages, mais on peut bien l'éviter en nous protégeant contre les piqûres de moustiques, en dormant notamment sous moustiquaire imprégnée. C'est le temps de l'invité et l'invité de ce journal est Djiwa Oyetunde, adjoint au représentant des programmes de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Cette structure onusienne avait annoncé en début de ce mois la famine qui va sévir en Afrique, surtout occidentale. Le Togo est-il concerné par cette famine? La question a été posée à Djiwa Oyetunde. Monsieur Djiwa Oyetunde, bonjour. Bonjour, monsieur. Radio Romé voudrait savoir la présentation alimentaire actuelle au Togo. Merci beaucoup, monsieur Théophile. La situation alimentaire au Togo, disons de manière globale, est acceptable. Nous sommes en avril et donc la campagne passée, le bilan montre que le Togo a une production excédentaire de 3,5% pour les céréales, pour les tubercules et même de 15% pour tout ce qui est légumineuse par rapport à l'année passée. Cela veut dire que normalement la production est suffisante pour couvrir les besoins des Togolais, mais on sait de manière classique qu'il y a un déficit au niveau du Togo en matière de production carnée, c'est-à-dire de viande et de poisson, ça c'est connu. Mais cette situation que je viens de décrire est le niveau de production qui est suffisante. Mais on a pu constater cette année, puisqu'on vient de faire un bilan et une projection sur
juin à août, avant les récoltes prochaines, et ça se fait dans tous les pays. Nous avons ce que nous appelons le cadre harmonisé. Et cette projection, malheureusement, montre que pour la période juin-août, qui est la période de famine, de poche de famine au Togo, nous allons enregistrer près de 400 000 personnes qui vont être en situation de crise alimentaire. Et c'est cela qui est inquiétant parce que nous n'avons jamais enregistré au niveau du Togo un tel niveau de personnes qui seront en situation de crise alimentaire pendant la période de famine de juin-août. Des explications amples à cela. Alors, vous savez que présentement, il y a une crise mondiale avec une hausse considérable des prix des denrées alimentaires. Les hausses vont jusqu'à 20 voire 50%. Et ça, ce n'est pas un phénomène observé au Togo seulement. C'est mondial. Dans la sous-région ouest africaine, on estime que pour juin-août, près de 38 millions de personnes seront en situation de crise alimentaire. Ce n'est jamais été observé. À titre d'exemple, en 2018, par exemple, on avait un effectif à peu près de 11 millions de prévisions. Vous voyez, entre 2018 et aujourd'hui, on a un chiffre très élevé, ce qui est très alarmant. La hausse des prix des denrées alimentaires. Et pourtant, de manière globale, la production a connu une hausse. On sait quand même que dans les pays sahéliens, notamment au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, il y a un déficit de production. Donc c'est ce déficit-là qui crée une demande de céréales plus élevée que l'offre présentement. À cela s'ajoute la crise en cours entre l'Ukraine et la Russie, avec ses corollaires sur l'énergie, le carburant, donc des conséquences sur le transport de toutes ces denrées. On a également, il faut le dire, la crise et l'embargo avec le Mali, qui fait que certaines productions ne font plus objet de change, notamment le bétail, parce qu'il a été démontré que près de 70% du bétail malien qui circulait n'arrive plus à circuler. Donc tout ça crée des phénomènes que nous observons qui constituent la hausse des denrées alimentaires et des produits carnés. Il faut expliquer cela par, certes, les aléas climatiques, les poches de sécheresse, tout ce qu'on peut connaître comme les crises naturelles, les catastrophes naturelles, mais il y a aussi l'insécurité alimentaire, non, l'insécurité civile, c'est-à-dire l'absence de paix dans certaines régions qui font que les gens n'ont plus accès aux sites de production. Il y a des populations qui sont déplacées, qui ne peuvent plus aller cultiver ou produire. Il y a aussi les restrictions dues à la pandémie de Covid qui continuent par faire son effet. Et donc, tous ces phénomènes expliquent que bien que la production ait été bonne, il y a une certaine réticence et il y a un certain nombre de phénomènes qui font qu'il y a une flambée des prix des denrées alimentaires qui est très inquiétant. Et la question de savoir pourquoi les produits locaux aussi sont concernés, parce que tout est lié, hein. Quand on augmente les prix de l'énergie, ça veut dire que pour transformer les denrées alimentaires, il y a un surcoût pour transporter les produits alimentaires d'une région à une autre. Si le coût de transport augmente, cela va impacter. Donc, il y a un déséquilibre dans les échanges entre les pays, au sein d'un même pays, entre les régions. Il y a également eu tout ce que j'ai appelé feux de bouse, changement climatique, qui ont fait que les bétails n'ont pas eu suffisamment de fourrage cette année. Donc, vous avez pu constater que le kilo de viande a augmenté il y a 2 semaines. Hein, si vous suivez l'actualité même dans notre pays. Donc, une fois encore, les produits locaux, tout comme les produits importés comme le blé, comme l'huile, tout ça, sont impactés parce que c'est un cycle, il y a un lien entre la production, la transformation
la commercialisation et le transport de ces produits-là. Alors, est-ce que notre pays est sous la menace de la faim? Je vais vous décrire un peu la situation de manière globale, parce que ce n'est pas une situation seulement au Togo. Je venais tantôt de vous dire que les prévisions montrent que l'Afrique de l'Ouest, pour la période juin-août, on estime à 38 millions de personnes, ceux qui vont être en situation de crise alimentaire. Mais sur les 38 millions au Togo, nous avons à peu près 398 000 personnes. Mais si je prends l'exemple, par exemple, du Nigeria, où on estime qu'il y a près de 19 millions de personnes qui seront en situation de crise alimentaire. Quand je prends le Bénin, on est à près d'1 million de personnes qui seront en situation de crise alimentaire. Au Burkina, 3,5 millions. Vous voyez, c'est des chiffres très alarmants. Donc la situation n'est pas une situation unique au Togo, elle est une situation sous-régionale qui appelle à beaucoup d'actions. Et que faire? Déjà, la crise en Ukraine, et bien avant la crise en Ukraine, vous êtes informé que le coût de l'engrais a triplé. Hier, je lisais sur les réseaux sociaux que le Bénin va vendre l'engrais à 14 000. Le Togo aussi, certainement, va faire un effort énorme de subvention pour que les paysans puissent accéder à l'engrais, parce que tripler le coût de revient de l'engrais n'est pas supportable par les agriculteurs. Donc déjà, ceci va impacter la production future, c'est-à-dire le coût de la production future. Parce que si les engrais qu'on achète maintenant, tous les intrants qu'on acquiert maintenant, c'est pour produire et récolter en septembre, octobre, et donc c'est pour 2023. C'est pourquoi la solution, la première, ça va être d'apporter une aide d'urgence dédiée aux populations qui sont en situation de crise. Au Togo, nous avons les 398 000 personnes. Il faut leur apporter de l'aide d'urgence. Et surtout, faciliter l'accès aux intrants et aux semences pour la production agricole. Il faut également, et c'est ce que le Togo est en train de faire, il faut renforcer les infrastructures agricoles pour permettre aux producteurs d'avoir accès aux kits d'irrigation, aux intrants, aux aménagements agricoles. Donc au Togo, nous parlons des ZAP et le travail se fait aussi dans ce sens. Il faut prendre des dispositions pour faciliter non seulement l'approvisionnement, mais s'assurer que les paysans ont effectivement accès aux intrants que le gouvernement a subventionnés à des milliards et éviter que ces intrants se retrouvent hors du pays. Donc il faut prendre des mesures pour bien distribuer ces intrants. Et au niveau global, il faut augmenter ou en tout cas accélérer la mobilisation des ressources, parce que c'est ce dont on a besoin pour faire face à la situation actuelle. Je pense aussi qu'une des mesures importantes, ça va être, le gouvernement le fait déjà, mais de lever davantage des restrictions sur les mouvements des biens et des personnes liés à la Covid. Parce que si les frontières sont ouvertes, ça va permettre aussi au sein de l'espace UEMOA, au sein de l'espace CEDEAO, une circulation pour assurer un certain équilibre, parce qu'il y a des zones où il y a de la production, les zones où il n'y a pas de production. Donc, toutes ces mesures demandent une concertation au niveau des États. En conclusion, je pense que toutes ces mesures sont très bien connues de ces États. C'est pourquoi d'ailleurs, le 6 avril dernier, il y a eu une grande réunion à Paris qui a été initiée par le réseau mondial contre les crises alimentaires. Il y avait plusieurs autorités, que ce soit de la CEDEAO, de l'Union africaine, du CILS et des chefs d'État, avec l'Union européenne, l'OCDE, pour regarder de près la situation en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad. Et je pense qu'au cours de cette importante réunion, les partenaires ont compris l'urgence de mettre la main dans la poche, et il a été promis une somme de 2,5 milliards d'euros pour apporter de l'aide à cette sous-région-là. Nous espérons que cette promesse va être une réalité, puisqu'il est prévu que déjà en mai, un comité se réunisse pour voir les modalités concrètes de déploiement de cette promesse d'aide. Je pense que c'est
C'est une action importante et nous espérons que l'ensemble des partenaires qui ont fait ces promesses vont tenir pour que ce travail-là qui se fait au niveau de chaque État, au niveau de chaque organisation régionale, je vais parler de la CEDEAO, du CIS, de l'UEMOA, pour que tout ce travail se consolide et que des solutions puissent être trouvées, parce que c'est vraiment inquiétant. Ce n'est pas seulement au Togo, mais c'est dans la sous-région. Merci, Djiwa Oyetunde. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la situation au niveau du Togo, mais surtout au niveau de la sous-région, en ce qui concerne cette flambée de prix des denrées alimentaires, les prévisions qui ne sont pas du tout bonnes, qui montrent que nous sommes en train d'aller vers une crise alimentaire qu'on n'a plus connue il y a longtemps. Merci beaucoup. Revue de presse, regard sur la cité. Les unes des journaux parus cette semaine sont commentés par Léontine Atogima. Des rencontres entre acteurs de l'éducation se poursuivent pour une sortie de crise. Le chef de l'État, Faure Essozimna-Gnassingbé, en fait de même avec ses pairs de la sous-région pour le dénouement de la situation entre la CEDEAO et le Mali. Revue de presse donc, Léontine Atogima. Le chef de l'État, soucieux de la situation des pays sanctionnés par la CEDEAO, écrit Ouattara les vainqueurs. L'hebdomadaire se réfère à la visite du président Faure Essozimna-Gnassingbé en Côte d'Ivoire, où les échanges avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont porté sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Le président togolais a invité les chefs d'État de la CEDEAO à changer leur approche pour le règlement des situations dans ces pays, notamment au Mali, poursuit le journal. Au-delà de la rigueur de la CEDEAO, Faure Essozimna-Gnassingbé plaide en faveur des populations, renchérie chronique de la semaine. Les préoccupations des populations retiennent toujours l'attention du numéro 1 togolais. L'évêque de la nation note justement qu'il était en parfaite communion avec les populations de la savane. C'était lors de sa présence dans la préfecture de Saint-Cassé pour le conseil hebdomadaire des ministres. Togo Réveil abonde dans le même sens et note aussi que le chef de l'État privilégie la proximité et les échanges directs avec les populations. L'éveil de la nation revient et souligne que la région des savanes fait l'objet d'une attention particulière de la part du chef de l'État depuis quelque temps. Les raisons, selon la parution, tournent autour de l'exécution d'un plan global d'urgence engagé depuis quelques mois par le gouvernement et du soutien du chef de l'État aux forces armées togolaises stationnées dans la région des savanes dans le cadre de l'opération Koundouaré pour la lutte contre le terrorisme. La tenue du Conseil des ministres dans cette zone du pays est une occasion pour le président d'échanger sans filtre avec les forces vives et les groupes organisés de la région, rajoute le journal. Le correcteur de son côté estime à coups de millions ces conseils des ministres délocalisés. Social, le bras de fer entre le gouvernement et le syndicat des enseignants du Togo continue. Selon Gazelle Info, le secteur de l'éducation a été de nouveau paralysé cette semaine par une grève de 3 jours à l'appel des responsables du SET, visiblement déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Alors que le gouvernement et des syndicats de l'éducation sont à la recherche d'un compromis, relève l'éveil de la nation. En effet, ajoute la nouvelle tribune, de nouvelles décisions sont prises dans le cadre de concertation permanente instaurée par les deux parties, gouvernement et syndicats, pour une année scolaire 2021-2022 paisible. Les nouvelles décisions concernent, entre autres, l'harmonisation de l'indemnité mensuelle accordée aux directeurs des écoles préscolaires et scolaires. Les deux parties ont convenu du report de son application. Une manière pour les acteurs de prendre le temps nécessaire pour aplanir les divergences liées à ce sujet. Sport football pour finir, éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, le Togo dans le groupe B, le journal L'équipe sportive exhorte le sélectionneur Paulo Duarte au travail car tout est possible pour l'obtention du ticket de participation à cette compétition africaine. Madame, Messieurs, prendre soin de l'environnement dans lequel on vit, porter la tenue vestimentaire appropriée, faire preuve de courtoisie, appliquer les règles de conduite établies dans son milieu sont quelques exemples du comportement civique.
Fais ta part. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Les échanges du Togo gagneront encore plus de 2 milliards d'individus dans le monde. Ce sera au terme du processus de son adhésion au Commonwealth. Le gouvernement a obtenu en effet hier le feu vert du Parlement. Revisitons l'histoire du Togo à l'occasion du 70e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. L'économie agricole qui a caractérisé les premières années d'indépendance de notre pays a été rappelée dans ce journal. La journée mondiale du paludisme sera observée la semaine prochaine. Radio Lomé en a parlé déjà. Focus a été fait sur l'utilisation des moustiquaires au Togo. Et puis, invité du journal Samedi Pluriel, Djiwa Oyetunde, adjoint aux représentants des programmes de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, le Togo est-il concerné par la famine qui profile à l'horizon en Afrique? La question qui lui a été posée et les réponses données sûrement vous ont apporté satisfaction. Le Niger dit oui à la présence sur son territoire des forces étrangères. Le Parlement a adopté hier le projet de loi déjà approuvé en début mars en Conseil des ministres. Et puis la revue de presse hebdomadaire vous a été proposée par Léontine Atogima. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg